Et bonsoir et bienvenue au Marrant des Rôlistes. Ce soir, petite campagne, mini-campagne, on sait pas trop. On verra le nombre d'épisodes selon la trajectoire que prennent les joueurs sur un univers un peu pulp, même très pulp, qui va se passer dans les années 80 et on va voir ce que ça va donner. Mais bête, j'ai pas parlé des joueurs. Comment vous allez, messieurs, dames? Très bien, pour ma part. Bon, moi c'est Minma, j'essaie d'arrêter de jouer au jeu de rôle, mais il y a Ours qui me propose toujours des nouvelles parties, du coup, Bonsoir, je Nima. continue. En fait, on est au Rôliste Anonyme, les gars, salut. Non, super content. Hâte de jouer. Bah oui. Et hâte de voir ce nouveau système que tu nous mets en place. Oui, parce que je vais essayer, on va essayer plutôt d'utiliser le système de chronique oubliée, alors un petit peu modifié pour l'adapter à notre manière de narrer les choses. Donc on va voir, c'est un petit peu et à la fois un test, c'est un double test parce que ça vous le verrez pendant la narration. Je vais essayer d'arrêter de me réfugier dans mes vieilles habitudes et essayer de proposer une histoire. Comment dire, un peu plus ancré dans le réel. Eh ben, les amis, commençons. Ouais. Et générique et présentation des personnages. Nous sommes donc en 1958. Jacques, tu as 40 ans. Où est-ce qu'on te retrouve et qui es-tu? Alors, je suis Jacques Moreau, dit le taureau, dans le milieu de policier. On me retrouve dans une ruelle, une ruelle assez sombre, vers Belleville, dans le 20e arrondissement de Paris. Et Jacques est un policier. Mais à ce moment-là, il est vraiment à l'apogée de sa carrière. C'est quelqu'un qui est très impressionnant physiquement. Il est très massif, c'est un homme trapu. Il est large d'épaule et il a quand même un ventre, mais on voit que c'est musclé. C'est 1m80, mais au moins 90 kilos de muscles. Et il est donc dans cette ruelle accroupi avec ses gars derrière lui. Et mais par contre, il est très bien habillé, costume 3 pièces en laine gris foncé, et avec un imperméable et une cravate. Et il est en train visiblement de surveiller dans cette ruelle quelqu'un qui traque, un chef de gang. Et effectivement, au bout de quelques secondes, il y a une voiture qui se gare, suivie de plusieurs autres qui arrivent, et quand les portières s'ouvrent de suite, vous reconnaissez la personne que vous traquez et qui s'apprête à faire une sorte d'échange un peu louche. Alors, je sais pas si c'est ce que vous aviez prévu ou si... Ouais, c'est des braqueurs. Donc sûrement, il est en train d'échanger quelque chose, des bijoux peut-être, des diamants. Enfin. Et Jacques, comme il est connu, là il a vraiment sa gitane coincée entre les lèvres, il la prend, il serre son revolver, il jette sa clope et d'un coup commence à se mettre de manière assez surprenante, parce que là vraiment il est physiquement vraiment affûté, il se met à courir assez rapidement, mais comme il est connu, et il commence à essayer de courir en direction des gars sans réfléchir, en disant à ses gars de le suivre. Et effectivement, t'as tous tes gars qui sont vraiment surpris, enfin ils s'y attendaient, mais ils sont quand même surpris de ta rapidité, et tu vois, tu considères être un peu comme ton second, c'est Michel Arnaud, qui embraye les gars, dit allez-y. Et toi qui es déjà presque 20 mètres d'avance, et tu vois,
ce groupe de gangsters, de braqueurs de banque, qui eux-mêmes sont surpris de cette vitesse et de voir ce fameux taureau chargé. Vraiment. Ouais, c'est vraiment ça. J'hésite pas, genre le chef de gang, il est dans mon viseur et je vais vraiment lui mettre un plaquage, mais genre de rugbyman, mais version vraiment Et tu vois qu'il a même pas. Il essaie de te dégainer, il te connaît en fait. T'as vraiment une grosse réputation. c'est ça. Et quand il te voit, il comprend que la seule chose qu'il peut faire, c'est t'abattre. Et t'es tellement rapide que t'es déjà sur lui au moment où il a la main sur son holster. Tu arrives à l'écraser au sol. Ouais, je pense que je lui brise même je dois bien lui briser quelques côtes au passage. Effectivement, il hurle, tu vois, il essaie de se débattre quand même. Et t'as en face de toi quand même aussi un gaillard. Mais la puissance est telle que il a le dessus, quoi. Il peut rien faire. Ouais. J'imagine que mes gars derrière ont suivi. Les gars ont suivi. Pour eux, c'est pas aussi facile. Mais le fait que t'aies plaqué le chef de gang déstabilise un petit peu toute la troupe. Et ils sont trop hésitants dans la riposte. Et au bout d'un moment, ils savent plus trop quoi faire et ils lâchent leurs armes. Mm. Ouais. Bah moi, tu sais, je me relève, tu sais, je souffle quand même. C'est un effort qui est hyper intense, mais tu vois, j'ai un peu quand même un regard de satisfaction. Tu sais, on voit vraiment que je suis un peu comme un guerrier, quoi, vraiment. Pour moi, c'est une bataille de l'anti-gang, de la criminelle. Et du coup, voilà, je regarde un peu mes collègues en mode ah, ça, c'est du bon boulot, quoi. Genre, là, ça quand même, ouais, il est quand même assez charismatique dans son impair, comme ça. Et donc cette petite scène se termine où effectivement les estafettes de police arrivent, vous mettez les menottes à tout le monde, bien serrés, dans un peu des cris de douleur. Certains flics se lâchent un peu, parce que ça fait sûrement longtemps que vous êtes sur cette affaire et que... Voilà, il y a peut-être des débordements qui seront pas notés dans les rapports, des choses comme ça, mais dans l'ensemble, c'est une affaire rondement menée. Une fois de plus, tu seras félicité par tous tes supérieurs. Et une fois de plus, on t'aura même proposé une médaille. Mmh. Ces fameuses médailles que tous les flics refusent parce que finalement, ils font leur boulot, quoi. Ouais. Nous te retrouvons maintenant quelques années plus tard. 5 ans Ouais. plus tard. Où est-ce qu'on te retrouve? Là, on me retrouve toujours en tant que policier dans le 11e arrondissement, dans un appartement un peu, enfin, l'entrée d'une porte d'appartement. On voit qu'on est dans un bâtiment assez miteux. Et là, on voit un Jacques qui a pris du poids. On voit qu'il est, le visage est vraiment encore plus durci. On voit vraiment, tu vois, les traits sont marqués par le stress, la fatigue. Mais ouais, c'est un gars un peu, même la manière, il commence à avoir des cheveux blancs. Et ouais, on voit même avec ces gars qu'il est un peu plus brutal. On voit là, il est en train de s'impatienter. Visiblement, on va mener un raid dans cet appartement, mais on voit que là, je suis sous tension, tendu. Moins, voilà. Et tu vois qu'il y a toujours ton second qui est là pour faire le fusible entre tes hommes et toi. Ouais. Et qui lui te connaît assez bien pour lui dire, pour calmer les hommes, et tes hommes, et les hommes lui font assez confiance et te respectent assez aussi pour le supporter facilement. Ouais. Maintenant, c'est un raid un peu, tu vois, plutôt de routine. Hein. On va juste chercher un jeune trafiquant de drogue. C'est une opération simple. L'opération commence. Ton second fait signe à 2 personnes qui ont un bélier, qui s'apprêtent à défoncer la porte. Et tu vois ils font leur signe. Ils font 1, 2, 3 dans le plus grand des silences. Et en une fraction de seconde, la porte est éclatée. Enfin, la poignée de la porte est éclatée. Et elle s'ouvre grande face à toi. Et ça tombe quasiment pas directement dans un salon où tu peux voir plein de jeunes dans un état second. Ok. Certains affalés sur un canapé, qui ont même, tu vois, la réaction est beaucoup trop longue entre le moment où la porte a éclaté et le moment où ils te vous voient. Ça sent
le cannabis, mais c'est pas ça qui... C'est pas pour ça que vous êtes là. Il y a aussi... tu peux voir des petits pots avec de la cocaïne à l'intérieur. Ouais, c'est le début de la période. Cocaïne, etc. Exact. Moi, je gueule, hein. Vous voulez pas, police, etc. Mais moi, Et t'as un des jeunes qui... Alors, la plupart des jeunes ont l'air d'avoir l'habitude de cette... Enfin, ils sont pas étonnés, en fait, tu vois, de cette interruption. Mais par contre, il y en a un qui est extrêmement paniqué. Tu peux voir, il commence à vouloir se lever comme ça, et tu vois qu'il prend son... Il cherche quelque chose comme ça dans son manteau, et il s'apprête à te montrer quelque chose comme ça. Ouais. Moi, je réfléchis pas. Pour moi, il fait un geste dangereux. C'est-à-dire, il est en train de chercher peut-être une arme. Et dans le stress, je suis hyper fatigué. Je tire. Tu tires. Le jeune prend une balle directement dans la tête. Tu ne veux pas qu'il ait le temps de réagir ou quoi que ce soit. Il s'écroule au sol, et quand tu vois qu'il va pour... Enfin, il étend ses bras, tu vois que dans sa main, en fait, il y avait des documents, un passeport. Ok. Et il allait te présenter finalement un passeport. Papier, Et très vite, les collègues sont en train de te... Enfin, d'abord, Michel, ton second, te dit, bon, écoute, prends ça en main. Rentre au bureau et on va voir ce qu'on peut faire. Vite. Casse-toi. T'as pas à être là. Bah, clairement, tu vois, je sais que j'ai fait une connerie. J'imagine tout le monde me regarde un peu avec stupeur, et en plus, même je pense tous mes collègues et tout, c'est pas la première, enfin c'est la première fois que j'en abats un, mais genre c'est l'événement de trop, quoi. Genre c'est un comportement qui était, et sous le poids, je pense quand même, il n'empêche de mon erreur, quoi. Clairement, je me suis la tête baissée, ce qui est pas mon habitude. Je me barre, en fait. Et le fait d'avoir eu cette attitude, tu sens que les hommes commencent à parler entre eux. Tu les entends. Et une petite perte d'autorité sur eux, c'est clair. Ouais. Tu l'as ressenti au moment où ton regard s'est un peu posé sur eux. Tu vas rentrer au bureau. Tu vas voir que tant bien que mal, ton second va essayer de justifier ce qui s'est passé. Le rapport est assez clair. Il y avait une menace et tu pensais être en légitime défense. Tu as quand même un supérieur direct, au poste, qui vient te voir et qui te dit, écoute, ce que tu as fait, c'est effectivement, là, tu as un problème avec la violence. Ça fait déjà plusieurs années que tu es en train de vriller, mais ce que tu as fait là, c'était de la légitime défense. Le seul problème, c'est que tu t'es trompé de personne. Et là, il te montre l'identité de ce jeune. Ça, malheureusement, je pourrais pas... Et quand tu vois un nom de famille, c'est un nom de famille très connu dans Paris, enfin, d'une ville parisienne, d'un ministre, en fait. Ok. De Giscard. Ah oui. Ah non, c'est pas Giscard en 60. Non, je sais pas si c'était avant. C'était avant. Pompidou. Pompidou, non, en fait, c'était un ministre de Pompidou, en tout cas. D'accord, ok. Ça, je suis désolé, mais il faut que tu me rendes ta plaque et ton arme. Ok. Pour l'instant, tu es mis aux arrêts, mais je ne me fais pas de doute qu'on ne pourra pas te réintégrer dans la police. Ouais. T'as un élément formidable, tu le sais. Et la police, c'est ce qu'elle te doit. Malheureusement, là, t'as déconné. Et effectivement, je vais donner ma démission et quitter la police. T'as ce fameux jour où tu pars du poste avec ton carton, tu sais, toutes tes petites affaires. Il y a quelque chose qui va te frapper, qui va peut-être t'émouvoir un peu, c'est que au moment où tu sors de ton bureau avec ton carton, t'as tous les hommes du commissariat qui se lèvent, et les femmes d'ailleurs, et qui enfin, les gens qui sont dans ce bureau,
qui se lèvent et qui te font un salut très respectueux. Ouais, effectivement, j'étais très respecté, mais trop d'années, on va dire, ont fait qu'ils m'ont vu un peu Arrivé. tomber, ouais, voilà, et tomber de mon piédestal, quoi. Et c'est maintenant en 1979 qu'on te retrouve. Tu as 61 ans. Depuis quelques années maintenant, tu as changé de voie. Tu es passé du côté privé de la justice. Dis-moi où tu as tes bureaux. Dans le quartier latin. Voilà, j'ai un petit cabinet qui est en fait aussi mon appartement. Nous sommes le 10 octobre 1979. Et ce jour-là, enfin ce soir-là plutôt, quand tu rentres à ton bureau, tu étais au café qui se trouvait ou en face ou juste au-dessous. Ouais. Tu montes à ton bureau et tu peux voir que la porte de ton bureau est ouverte. Ok. Bah, direct, je retrouve quand même, il n'empêche, mes réflexes d'ex-policier. Et voilà, je rentre de manière en faisant attention à mes angles, on va dire. Et quand tu pousses légèrement la porte, tu peux voir qu'il y a un homme, il est de dos, assis sur sa chaise du client. Il fait Ah Monsieur Moreau, dit le taureau. Moi-même. Excusez-moi, je me suis permis d'entrer. J'ai besoin de vos services. Eh bien, je suis là pour ça. Et tu sais, je fais le tour pour me mettre à mon bureau et voir à qui j'ai affaire, mais je marche avec une canne, hein, je précise. Tu vois un homme, le visage carré, une grande cicatrice qui lui déforme un peu le sourire. Et un chapeau un peu, une sorte de... Voilà, un chapeau gris qui lui cache un peu le bas du front. Je suis d'une société de transport, Transport Mars. Et pas. C'est pas bien important, mais au moins vous savez qui je suis. Voilà. Il y a quelques années, nous avons investi beaucoup d'argent dans la capacité d'un homme à pouvoir retrouver un trésor. Quand je parle trésor, ce n'est pas de l'argent ou des bijoux. C'est un trésor historique d'une valeur inestimable. Malheureusement, cet homme, depuis quelques semaines, a un comportement très étrange. Voilà qui se met à brouiller les pistes, à essayer d'échapper à ses étudiants, à ses aides sur les chantiers ou sur les chantiers de fouilles. Et nous aimerions que vous le pistiez quand il va revenir en France. Nous aimerions savoir avec qui il communique et savoir si il vend les informations que nous espérions avoir. Cet homme s'appelle Monsieur Bonchamp. Bonchamp ? Oui. Professeur Bonchamp. 67 ans. Ce n'est pas une menace physique. Il a son bureau d'études près d'ici. À 2 ruelles d'ici, pour être précis. Il va normalement, et d'après nos informations, arriver à l'aéroport Charles de Gaulle demain matin à 9h.
nous aimerions que vous le suiviez et que vous notiez tous les noms et adresses des personnes qu'il rencontre. Et même, si vous pouviez en savoir plus, et savoir où est-ce qu'il a caché ses recherches. Ok. Bien entendu, nous paierons la moitié maintenant. Et l'autre moitié à la fin de ce mois-ci, disons. Ça me semble raisonnable. Il arrive d'où son avion, vous savez? Oui, d'Écosse. Il y a peut-être un... Comment dire avant que vous le remarquiez, il y a eu un incident en Écosse. Il a brûlé son laboratoire et toutes ses études. Il fait glisser un chèque sur le bureau d'un montant de 50 000 francs. D'accord. Ce qui est énorme. Belle somme. Ouais, très belle somme. Bien sûr, nous comptons sur vous pour votre discrétion et votre efficacité. Bien entendu. Je pense que je dis ça en regardant le chèque et en le ramenant vers moi. Je pense que vous avez su trouver les arguments pour me convaincre de vous aider. Très bien. Dans ce cas, il recule son siège et tu commences à se lever. Tu t'aperçois qu'il est extrêmement grand. Il doit faire à peu près 2,5 m, peut-être 2,10 m. Je vous souhaite une agréable fin de soirée. Et il se baisse pour passer sous ta porte. Et il ferme la porte. Comment tu t'organises? Je sais que dans quelques heures, l'avion va atterrir. Bah, je pense que des vols pour l'Écosse, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a Mais deux par jour. il m'a dit qu'il arrivait à 9h normalement. Exactement. Donc demain, là on est le soir. Oui. C'est ça, hein, la nuit. Bah écoute, je vais voir juste vite fait si je trouve dans les pages jaunes, dans le bottin, si je trouve là le nom de l'entreprise, Transport Mars. Oui. Oui. C'est une entreprise qui fait dans l'import-export et qui... Ok. Et qui est domicile, enfin le numéro il est sur Paris quoi. Enfin, Non. d'accord. Non. L'agence se trouve en Allemagne. Ok. À Berlin, pour être exact. D'accord. Bah, vu l'heure, de toute manière, je pense que je vais aller le lendemain, je dirais quand même bien une bonne heure avant à l'aéroport Charles de Gaulle et avec ma petite voiture. Une belle DS. Voilà. Et je vais attendre au niveau de. J'attendrai au niveau de du hall d'arrivée, quoi. Effectivement, le lendemain, tu vas faire ça, tu vas attendre. Il y a un avion qui va venir d'Écosse qui atterrit et très vite, tu reconnais le professeur qui s'apprête à prendre un taxi. Il sort et il appelle un taxi. Ok, bah je vais suivre le taxi, écoute. Tu suis le taxi. Au début, il va aller... Ah oui, tu suis... Et au début, il sort de Paris. Ok. Vous en avez bien pour 4 heures de route Ah ouais, en taxi. en taxi. Ok. Jusqu'au moment où vous arrivez à la ville de La Rochelle. Ok. Là, il se dirige vers les docks et ce qui a l'air d'être un musée. D'accord. Il y passe peut-être une demi-heure. C'est quoi comme musée? Un musée naval Ok. sur l'histoire l'histoire navale de la ville de La Rochelle. Non, je sais pas. Ok.
Ok. Je suis un peu dubitatif, mais bon, c'est mon boulot. Je suis habitué qu'en fait, quand on regarde les gens et qu'on s'amuse à les suivre, tout le monde a un peu des fois des comportements un peu bizarres. Bizarre. Puis le taxi attendra devant la porte du musée, puis remonte dans le taxi et tu peux voir Ah, qu'il... est-ce que moi je peux quand même aller voir le Oui, taxi pendant oui, qu'il est au musée? Je vais le voir bien parce sûr. que c'est un taxi parisien. Oui. Du coup, j'arrive, tu sais, je fais ah bonjour, c'est pas courant de croiser un taxi. En plus, vous êtes, tu sais, je vois la petite loupiote genre occupée, tu vois, genre en mode c'est pas son taxi pour aller en vacances quoi. Donc je dis que c'est pas courant de voir ici. Oui, 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 effectivement. Vous savez, il y en a des clients, des fois, mais au lieu de prendre le train, ils préfèrent prendre la voiture. Chacun ses Ouais, moyens. Hein. ouais, voilà, c'est ça. Il doit être bien riche. Hein, c'est genre c'est quoi, c'est un Ah, russe ou un truc comme ça? oh non, non, bien français, très poli, très Ah ouais. gentil. Et il paye pas de mine. Oh, quand je l'ai pris, qu'il m'a dit ça, je lui ai demandé de payer la Ah, course à d'accord. l'avance. Ouais, Il il a a fait, sorti. et il a sorti une liasse de billets assez imposante. Donc monsieur ne paye pas de mine, mais effectivement. Enfin, je devrais pas Ouais. vous le dire. Hein. Ouais, non, bah ça va. C'est juste comme ça. C'était juste par curiosité. Hein, ouais, bon, on sait jamais. C'est vrai que mon cousin, il est taxi. Ah, il en rencontre des vertes et des pas mûres hein, quand il discute avec les gens. Je sais pas si vous Voilà. avez un peu discuté avec celui-là, mais des fois, il raconte des trucs. Bah, il discute pas trop celui-là. Ah ouais? Ah oui, Ouais, c'est pas oui. le genre parleur, quoi. Ouais, j'essaie de lui tirer les verres du nez. Il est toujours plongé dans ses livres. Il écrit des choses dans des carnets. J'ai essayé de lui demander ce qu'il faisait. Il me dit, je suis désolé, j'ai pas trop le temps. Et il continue. Et là, vous le ramenez sur Paris, du coup, c'est ça? Vous Ah bah, savez même pas, quoi. il m'a dit Il faut d'attendre. peut-être rentrer chez vous à un moment, quand même. Bah, écoutez, moi en tout cas, ça va me faire ma journée. Ça, c'est sûr, je peux vous le Ah bah, dire. ça, La c'est course. sûr. Bon, je vous embête pas plus longtemps, monsieur. Merci, monsieur. Ouais, bonne journée à vous. Merci à vous. Voilà. Tu retournes dans ta voiture, et effectivement, peu de temps après, le professeur rentre dans ce taxi et repart direction Paris. Ok. On peut voir qu'il va faire plusieurs arrêts. D'abord à la Sorbonne. À la... Comment ça s'appelle? À la Bibliothèque nationale. Ok. Et puis, il va s'approcher du quartier latin. Tu vas même passer devant ton... Ouais. Comment dire? Mon appart, quoi. Ton appartement, voilà. Et tu peux voir que le taxi va se garer dans une petite ruelle. Et toi, tu as l'occasion de te garer assez loin, à 100 mètres derrière, on va dire, pour pas être trop Oui. flag. Bah, surtout que le sud, puis la Rochelle, quand même. Voilà. Et puis, surtout que le soir est tombé depuis. Ouais. Il est à peu près 18h. En automne, donc... il fait pas nuit, hein, mais voilà. Il est pas loin. Voilà, ça tire vers le sombre, en tout cas. Mm. Les lampadaires commencent à s'allumer. Et donc, tu peux voir cet homme qui donne des billets au taxi. Tu peux me faire un... Non, tu le vois assez facilement. Tu vois qu'il a l'air paniqué. Parce qu'il tremble. Quand il donne des billets, tu vois la personne qui est agitée. Ce que tu n'avais pas remarqué avant quand elle était à La Rochelle ou quand elle a fait ses autres arrêts. Le professeur commence à se diriger vers son bureau. Ouais. Et à l'entrée, il commence à discuter avec ce qui a l'air d'être un garde. Il en a la tenue, en tout cas, une casquette, un homme de ménage plutôt, de l'entretien. Ouais, le gardien, quoi. Voilà. Quoi. Il s'échange une paire de clés, tu vois ça. Et d'un coup, tu vois le professeur qui tourne la tête. Pas vers toi totalement, mais dans ta direction, tu vois. Ok. Et d'un coup, il lève la main comme ça, et tu peux voir que, toi aussi, en tournant la tête, qu'il y a une autre personne, qui doit aussi avoir 65, 70 ans peut-être, qui lui répond. Et les deux personnes se rencontrent. Le professeur a l'air d'être pressé et insiste pour que la personne qui vient d'arriver rentre dans le bâtiment. Ok.
la personne invitée va fermer la porte, et au moment où elle ferme la porte, tu peux voir que cette personne te voit. Genre, elle me voit par hasard ou comme si Elle savait- cherchait, elle cherchait quelque chose. Ok. Elle cherche dans la rue comme ça, et puis elle tombe sur toi un peu. Ok. Et puis, Et au moment de rentrer, quoi. Voilà. Ok. Et elle ferme la porte. Henry Campbell. Nous sommes dans à la fin des années 30, précisément en 1938. Nous te retrouvons sur un plateau en Syrie, à côté d'un temple, un ancien temple. Décris-nous un petit peu tout ça. Alors, effectivement, je suis actuellement avec mon équipe sur un site archéologique, le site du château de Castelblanc, qui est un ancien castel templier en Syrie. Et on est actuellement en train de fouiller avec une équipe de Syriens et mon équipe d'archéologues de Boston, de l'université de Boston, pour rechercher des documents qui dateraient des débuts de l'ordre du Temple, mais on n'a pas trop encore de détails sur ce qu'on va pouvoir trouver. Ça, on ne le sait pas. Et là, on est justement en train de fouiller dans une crypte ou un tunnel, quelque chose d'ancien en tout cas, qui daterait visiblement du XIIe siècle, début du XIIe siècle. En fait, ce que tu pourrais dire à un jeune homme qui n'est pas vraiment jeune, il doit avoir 5-6 ans de moins que toi, à un Français que tu as pris un petit peu sous ton aile, tu es son directeur de thèse, on pourrait dire. Directeur de thèse, oui. Tu l'entends, il vient de derrière toi, tu es dans ce tunnel en train avec une brosse, en train de délicatement essayer d'enlever des couches de poussière comme ça, pour essayer de trouver des traces d'une moindre piste. Et tu entends ces bruits de pas qui courent derrière toi. Fais, professeur, j'ai quelque chose, venez voir vite. Ah, bonne nouvelle, Maurice. Et je me dirige vers lui en courant, très très intéressé, évidemment. Il t'emmène vers ce qui était avant sûrement le cœur de ce temple, cette cour intérieure. Et il te montre un endroit qu'il vient de déblayer, où très vite tu reconnais un symbole templier très connu. C'est un cheval monté de 2 chevaliers. À ceci près que les 2 chevaliers ne sont pas sur la monture. Intrigue. Regardez. Vous l'avez trouvé où Là. Maurice. Je sais pas, j'ai trébuché, j'ai cru voir, et j'ai senti quelque chose bouger, alors Alors, peut-être, prenons quelques précautions. Peut-être l'ouvrir de cette manière. Et je commence à essayer de regarder un petit peu la boîte, les contours. Pas vraiment une voir boîte, si... imagine plutôt une énorme fresque au sol. Une dalle, ouais, quoi, une énorme dalle de pierre, voilà. peut-être. Ok, je regarde, j'essaye d'enlever la poussière autour, voir si c'est juste posé ou s'il y a un système de fermeture, peut-être. Bah, en fait, plus complexe. Dès que tu commences à mettre tes mains dessus pour essayer un peu plus négligemment, parce que tu étais pris par l'enthousiasme, tu te rends compte que cette dalle en forme de cercle est faite de plusieurs cercles, en fait, et que ces cercles sont amovibles. Certes, ça va être dur parce que ça fait des centaines d'années que ça n'a pas bougé. D'accord. Mais du coup, tu comprends un peu mieux pourquoi ce dessin est pour toi déconstruit. Déconstruit, ok. Eh bien, je vais... Comme je connais très bien ce symbole, puisque c'est le symbole des Templiers, ce qu'ils appliquent sur les sceaux notamment, je vais essayer de... En tournant les dalles délicatement, pour pas essayer d'abîmer... la structure qui en elle-même est une belle pièce archéologique déjà, et je vais essayer de reconstituer le symbole que je connais si bien pour replacer les 2 cavaliers à leur place. Et au moment où le 2e cavalier arrive au bon endroit, tu entends juste un petit crac, et cette dalle qui penche légèrement sur le côté, qui d'un coup devient amovible. Oui.
Tu la pousses et apparaît devant toi des escaliers en colimaçon. Maurice, allez chercher les torches, vite. J'y vais, professeur, j'y vais. Et j'attends avec beaucoup d'impatience qu'il revienne avec ses torches et dès qu'il arrive, on va descendre. On va descendre sans plus attendre. Effectivement, vous allez au début descendre tous les deux, côte à côte. Très vite, l'escalier ne le permet plus, donc Maurice ouvre la marche. Parce que, oui, professeur, c'est dangereux. Attention, je vais sécuriser. Attention, faites attention à vos marches. Oui, mais ne prenez pas de risques, Maurice. Essayons de... peut-être... marchons ensemble, peut-être. C'est plus prudent. Et évidemment, on regarde s'il y a des pièges, parce qu'on sait jamais sur des sites aussi anciens. Et effectivement, vous faites bien de regarder s'il y a des pièges. Parce que ça en est truffé de pièges. Mais tu les vois de très loin parce que ce sont des pièges qui sont actifs que si vous répondez mal à une énigme. Et tout est sur cette base de bouger des blocs de pierre pour faire apparaître des symboles. Et heureusement pour vous que vous êtes vraiment spécialisé dans ce domaine, surtout toi. Oui. Et tu vois d'ailleurs Oui. Maurice à côté qui tourne son petit carnet, qui dit « Professeur Jolet, salut !» Et puis vous essayez comme ça, petit à petit, d'avancer dans ce boyau. Au bout d'un moment, tu peux entendre les bruits de pioches. Sûrement l'équipe syrienne qui se trouve dans une crypte annexe et qui résonne. Tu sais, tu entends les bruits. Je sais pas trop d'où ça vient, mais assez loin pour que tu te dises que finalement vous auriez creusé pendant sûrement très longtemps sans tomber sur ça, quoi, peut-être. Et après cette succession d'énigmes, de pièges, vous tombez sur une salle gigantesque, taillée dans la roche, c'est pas une concrétion naturelle, avec une multitude de documents, de papiers. Beaucoup sont dans un état tel que si vous les touchez, la moindre... voilà, le moindre... Il s'effrite. Il s'effrite, etc. Et donc très vite, vous arrivez quand même à sécuriser tous ces documents, à les renfermer dans des mallettes spéciales, etc. Oui, où on va... De toute façon, je pense qu'on va sécuriser, on va pas y toucher si jamais on voit qu'il y a un risque et on attendra d'avoir le matériel adéquat. On va le faire prudemment. Il se trouve que cette découverte sera la plus grosse découverte de ta vie. Celle qui va faire de toi, qui va te faire avoir la réputation que tu as, c'est-à-dire vraiment l'expert dans tout ce qui concerne les Templiers et cette période-là. Effectivement, ce document que tu auras trouvé, c'est un document original, donc, et fondateur des Templiers. Grâce à ça même, vous avez pu reconnaître des noms que vous avez au début peu imaginés, faisant partie des Templiers, mais ce document a plus ou moins confirmé vos pensées. Donc, grâce à toi et à ton équipe, et à Maurice Bonchamp aussi. Oui. D'ailleurs, Maurice Bonchamp qui n'aura jamais dit que c'est lui qui a fait la découverte. Il aura toujours mis ça sur le groupe. Le groupe. Et donc voilà, ce moment-là fait ce que fait et le moment qui détermine un petit peu l'aura que vous avez à travers le monde. C'est sûr qu'après ça, je pense que effectivement, j'écrirai certainement une nouvelle thèse, ou en tout cas un livre qui relatera mes découvertes, toutes les découvertes qu'on aura fait avec notre équipe, et notamment ce manuscrit fondateur avec la liste des premiers Templiers de l'histoire de l'ordre. On va te retrouver bien des années plus tard. Nous sommes fin des années 60. Tu te trouves à Boston, aux États-Unis.
tu n'es plus vraiment archéologue, tu n'as plus l'âge pour aller vadrouiller dans des collines ou dans des cryptes. Tu es maintenant professeur à l'université de Boston. Tu es directeur aussi de la section archéologie. Mm. Et ce jour-là, à la fin, en automne, à la fin de ta journée de cours, tu reçois un appel inquiétant. Un appel de ta femme. Allô chérie? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ça serait bien que tu fasses les courses pour aujourd'hui, s'il te plaît. J'ai vraiment quelque chose d'important à te dire et ça serait bien qu'on prenne un petit moment pour Oui. Pas de problème. Ben, écoute, ça fait trop d'années qu'on vit comme ça et je pense qu'il faut maintenant qu'on officialise. Comment ça, officialise, tu veux? C'est très bien comment que mes enfants ne voient pas d'un très bon œil. Oui. Donc, Mais jusqu'à présent, tu ne voulais pas... mais c'est plus possible. Maintenant, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont grands et voilà. Ma vie, c'est ma vie. Donc, Ok. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas et on se dit à ce soir. À tout à l'heure. au moment où tu raccroches, le téléphone sonne instantanément. C'est à peine tu le poses, il ressonne. Là, je décroche immédiatement. Monsieur Campbell. Oui, lui-même. C'est une voix française ou américaine? C'est une personne qui te parle en français, mais clairement qui n'est pas français. Ok. Peut-être allemand, je sais pas. Il y a peut-être un accent allemand derrière tout ça. D'accord. Oui, que puis-je pour vous? J'ai une proposition à vous faire que vous ne pouvez pas refuser. Je vous écoute. Mon entreprise a, par chance, mis la main sur un document qui pourrait fortement vous intéresser. Un document d'archives qui révélerait bien des secrets sur l'emplacement, soi-disant emplacement, du trésor des Templiers. Vous devez savoir que le trésor des Templiers n'est en réalité qu'une légende. Notre entreprise n'est pas intéressée par un trésor, Monsieur Campbell. Nous sommes attirés par la renommée. Avoir dans nos locaux des œuvres pluricentenaires pourrait asseoir notre autorité en ce qui concerne le commerce d'œuvres d'art ou d'antiquité. Et nous pensons que vous êtes la personne idéale pour ce poste. Oui, alors sur le papier, disons que ça pourrait m'intéresser, mais peut-être pourriez-vous me dire quel est ce document Non. en votre possession? Avant de pouvoir faire cela, il va falloir signer quelques documents de non-divulgation. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire fuiter ces informations pour le moment. Je vois. Eh bien, peut-être pourriez-vous m'envoyer votre... Non, vous vous déplacerez, Monsieur Campbell. Nous vous attendons Non, demain sur la ville de Paris. Une minute, je n'ai pas dit oui. Sur votre bureau vous attend une enveloppe avec des tickets de transport, Écoutez, des billets d'avion. vous êtes bien gentil, mais ce n'est pas une décision que je prendrai à la légère. J'ai une famille, un travail. Très bien, Monsieur Campbell. Peut-être Je vous rappellerai dans laissez- ce cas-là. Et clac, ça raccroche. Ok.
Ok. Bah, je prends l'enveloppe quand même et puis je vais aller faire mes courses et rentrer chez moi. Alors, tout ça s'est Euh. passé en fin d'après-midi, mais bon, t'avais pas totalement fini tes cours. Il te reste que quelques heures encore à... D'accord, ok. Bah, après l'enveloppe, je pense pas que je la décacherai avant de rentrer chez moi pour y réfléchir ce soir, hein, tranquillement. Hein. Je vais pas l'ouvrir tout de suite. Tu fais ça, tu rentres chez toi, tu fais tes courses. Enfin, tu fais tes courses, puis tu commences à rentrer chez toi. Et quand tu arrives dans cette belle propriété que possède ta femme, hein, Hmm. tu arrives devant une scène qui te coupe le souffle. Les pompiers sont sur place. La police est sur place aussi. Alors bah, tout de suite, je me précipite vers la maison en criant le nom de ma femme, en essayant de l'appeler, Et tu vois très vite qu'il y a des policiers qui se dirigent vers toi, qui vont clairement te bloquer. Et tu peux voir au même moment sortir une civière de la maison, avec dessus ta femme qui a l'air inconsciente. Mais qu'est-ce qui se passe? Monsieur, restez là. Vous êtes qui Je suis son mari. C'est ma maison ici. Et là, tu peux voir qu'il sort aussi de la maison un des enfants, le fils en l'occurrence, pas de ta femme encore, mais de ta famille. Il fait non, cet homme n'est rien ici. Il n'est pas propriétaire des lieux. Il est juste une petite aventure de ma mère. Petite aventure, mais vous rigolez, vous plaisantez. Ça fait des années que je suis avec votre mère. Vous pouvez le faire sortir de la propriété, s'il vous plaît. Et là, il y a les deux policiers qui se regardent. Ils font bah, attendez, monsieur, il est quand même. Ils essaient d'apaiser les choses et puis ils te prennent un peu par le bras. Ils font monsieur, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas mariés qu'on n'est pas ensemble. Vous comprenez ce que je vous dis? Vous allez écouter cet enfant là qui... Monsieur, suivez votre aimé là, votre être aimé, suivez-la à l'hôpital dans ce cas-là, et vous réglerez vos problèmes après, je pense que là. Et je me précipite immédiatement vers le bus, vers l'ambulance plutôt, pour essayer de voir dans quel état elle est, déjà. Elle est inconsciente, les médecins te font vite, enfin les ambulanciers te font quand même monter dans l'ambulance pour que tu puisses l'accompagner. Tu vois qu'elle tu lui tiens sa main pendant le trajet, il n'y a pas de réaction. Les médecins t'expliquent qu'elle a été retrouvée sans connaissance dans son salon. Et arrivée à l'hôpital, on la prend en charge. Ses stats ont l'air de revenir à la normale, puis au bout de quelques heures, elle se réveille. Ah, chérie. Où je suis? Qu'est-ce qui s'est passé? Du calme, tu es à l'hôpital, d'accord? À l'hôpital? Qu'est-ce qui s'est arrivé? Oui, mais tu as fait un malaise. Oh, mais... Quand je suis arrivé, il y avait les policiers, les ambulances. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, je sais pas. Je faisais à manger non, je préparais la table, j'avais sorti les... Je sais plus. J'avais peut-être un peu embrouillé là. Je suis fatigué là. Je vais dormir un peu. Écoute, repose-toi un petit peu. Je vais aller voir les médecins, je vais leur dire que tu es réveillé, mais ne t'inquiète pas, je suis là. Et allez, essaye de te reposer un petit peu. Et je vais me diriger vers les médecins pour leur dire qu'elle est réveillée, et puis je vais essayer de demander des explications. Il faut que vous compreniez qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle a. Et monsieur, on a fait des analyses, pour l'instant on attend le résultat des analyses, on peut pas... Mais combien de temps? Là, il va falloir bien attendre au moins 48 heures avant qu'on ait les premières traces de résultats. Et puis, vous savez, elle est pas âgée non plus, mais elle est pas toute jeune. Peut-être, ça peut arriver. Peut-être qu'elle a eu une forte émotion et que elle a fait un malaise cardiaque, ou alors, on ne sait pas encore. Rassurez-vous. La perte de connaissance n'est pas annonciateur forcément de mauvaises nouvelles. Ça peut être juste un épiphénomène. Ne soyez pas si inquiets de suite.
ni alarmé. Est-ce que vous avez contacté notre médecin traitant Oui, peut-être vous qu'il pourrait- vous inquiétez pas, tout est pris en charge. Votre D'accord. fils, si j'ai bien compris, il nous a remis... Non, ce n'est pas mon fils, c'est son fils à elle, mais issu d'un premier mariage. Eh ben, il nous a remis tout ce qu'il fallait pour... Enfin, il nous a fait parvenir tout ce qu'il fallait. D'ailleurs, je crois qu'ils vont bientôt arriver, oui, à sa fille. Je sais pas, je crois que la famille doit arriver aussi. On verra. Vous pourriez me montrer les documents que je vérifie que tout est en ordre? Bien sûr, bien sûr. Et du coup, je vais tout revérifier pour vérifier qu'ils n'ont rien oublié. Pour toi, Parce que ils ont fait le nécessaire. Ouais. Maintenant, t'es pas médecin, tu sais pas si... T'essayes de Non, mais c'est comprendre... plus Ah, d'accord. par rapport à la famille, D'accord. je peux vérifier que les enfants Donc- ont bien tout transmis. Oui. Ouais. Pour le coup, c'est bien fait. Ok. Tu décides de faire quoi après Je vais rester à l'hôpital, je vais annoncer à l'université que je prends des congés. Je vais leur expliquer pourquoi. Hein. De toute façon, ils n'ont pas l'habitude que je prenne des congés. J'en prends très peu, j'en ai pris très peu dans ma carrière. Donc j'espère qu'ils seront compréhensifs, j'imagine que oui. Et je vais rester avec ma femme pour la soutenir le temps qu'il faudra. Très bien. Et évidemment, je crois que l'enveloppe, elle va rester dans ma sacoche probablement. Et je l'ai oubliée. Les semaines vont passer. La situation va un petit peu s'améliorer pour ta femme. En tout cas au début. Mais un beau jour, ou un triste jour plutôt, tu avais un petit peu repris tes activités, tout avait l'air de bien se revenir à la normale. Alors, quand tu rentres à la maison le soir, tu la vois, elle est en train de suer sûrement des verres, comme ça. Et puis, quand elle te voit, elle fait mais vous êtes qui, monsieur? Sortez de ma maison! Vite! Mais Sortez de chez moi! c'est moi. Mais attends, c'est moi. Mais vous êtes qui? C'est Henri. Mais vous êtes qui? Henri, je suis. Sortez de chez moi! Je suis ton. Et là, tu entends Attends. des bruits de pas qui commencent à descendre, et tu vois des beaux enfants. Mhm. Oui, moi je enfants. Qui se présentent et fait qu'est-ce qui se passe? Et je sais pas, elle a perdu la mémoire. Qu'est-ce qui lui arrive? Mais vous le connaissez, ce monsieur-là? Oui. Écoutez, est-ce que tu peux dormir ce soir ailleurs, Henri? On va peut-être emmener maman à l'hôpital. Oui, mais je vais vous accompagner. Je vais vous accompagner à l'hôpital. On va Ça a l'emmener. l'air de la stresser. Écoute, tu sais que je te déteste, mais c'est pas parce que je te déteste que je veux pas que tu viennes. C'est juste que j'ai l'impression que tu la stresses plus que autre chose là. Bah, emmenez-la, je vous suis en voiture et veux. je resterai à distance. Il s'occupe de tout ça, il la met dans la voiture, il la charge à l'hôpital. Et au moment où toi tu vas pour sortir, tu entends le téléphone qui sonne. Mhm. Tu réponds pas comme tu veux. Bah, je vais répondre, oui. Au moment où tu décroches, Monsieur Campbell, je crois que vous vous souvenez de nous. Oui, écoutez, j'ai d'autres problèmes actuellement. Ma femme est très malade. Est-ce que je peux vous pouvez me rappeler plus tard, à un moment plus opportun, peut-être? C'est une proposition qui va vous passer sous le nez, Monsieur Campbell, si vous répondez pas maintenant. Écoutez, je ne peux pas, Au revoir, Monsieur Campbell. je raccroche. Les semaines vont passer. Et la santé de ta femme va s'aggraver. Mhm. Il des mois, elle perdra la mémoire, puis au bout d'un moment, elle perdra la vie. Ses enfants, pour combler ce chagrin, vont t'accuser bien sûr de tous les maux. C'est
pour eux, c'est de ta faute. Si leur mère est dans cet état. Et bien sûr, je pense qu'il sera très difficile maintenant de rentrer dans le domaine familial pour dormir. Facilement, l'université va te trouver un logement. Hmm. Et les mois et les années vont passer. Jusqu'à une date, le 10 octobre 1979. Tu as maintenant 67, je sais plus, 68 ans. 60. 1911, 68 ans. 67. 68. 79, 67, 68, tu as raison. Donc tu as 68 ans. Et en plein cours, en plein milieu d'un cours, tu as un étudiant qui se trouve être normalement comment dire, le stagiaire qui fait secrétaire en même temps, tu sais, qui court, qui déballe dans l'amphithéâtre en plein milieu d'un cours. Tout le monde s'arrête de parler, enfin, tu arrêtes ta conversation, tout le monde le regarde, fait « Professeur, il y a une urgence à votre bureau, on vous attend apparemment, c'est un certain Bonchamp. » Je me suis permis de débouler si c'est le même Maurice Bonchamp. Oui, bien sûr. Il avait l'air très paniqué vite. Bien, nous reprendrons ce cours plus tard. Récupérez mes effets et ramenez-les dans mon bureau, s'il vous plaît. Quand tu commences à sortir, il y a... Merci, Joseph. Tu entends tous les étudiants qui parlent entre eux, Bonchamp, comme Bonchamp, et tu sors de l'amphi. Tu arrives devant le téléphone. Au moment où tu le mets à ton oreille, tu entends une voix essoufflée, comme s'il venait de courir, tu sais. Ouais. Allez, putain, décroche, vite. Allô? Oui. Allô, Bonchamp. Oui, Bonchamp. Bonchamp. Henri. Comment allez-vous? Très mal. J'ai fait une bêtise. Une bêtise énorme. Il faut que tu viennes vite. J'ai quelque chose à te confier. Je suis à l'aube d'une découverte majeure, mais je peux pas leur remettre. Ils vont faire une bêtise. Viens vite. Attends, je peux pas me calmer. J'ai un avion à prendre. Vite. Alors, où Pas à mon bureau d'études à Paris. Dépêche-toi, s'il te plaît. D'accord, je fais au plus vite. C'est pas au plus vite. Fais demain soir, 18h. Je t'attendrai, je ferai en sorte d'être là, pile poil à ce moment-là. Mais il faut que je prenne un billet d'avion. Je suis désolé, Henri. Il faut que... S'il te plaît. Et écoute, je ferai le nécessaire. Compte sur moi. Et je raccroche. Et je me précipite. Enfin, je refais le numéro à l'époque de l'aéroport, peut-être. Oui. Je sais pas si on peut. John Fidera Kennedy, tu peux facilement aller... Ouais. Et je vais essayer de réserver effectivement un billet d'avion. Je fais le nécessaire pour me rendre au plus vite à l'aéroport, prendre mes congés pour l'université et je me précipite vers l'aéroport. De toute façon, j'ai pas beaucoup d'affaires à transporter. Précipite donc... tu fais toute cette course. Oui. Et le lendemain, donc le 11 octobre 1979, tu arrives à Paris. Vers 17h. Tu sors de l'aéroport, taxi, le taxi arrive et tu lui demandes ce fameux quartier latin où se trouve le bureau de recherche du professeur Bonchamp. Enfin, c'est pas un professeur, c'est le docteur Bonchamp. Parce qu'il a un doctorat. Oui. Mais il est pas prof. Tu arrives dans ce quartier latin. Il est presque 18h. Il fait pas nuit, hein. Juste la nuit est en train de tomber, les lampadaires sont en train de s'éclairer un peu partout déjà. Et au milieu de cette ruelle, tu reconnais aisément ton vieil ami. Ce vieil ami que tu vois quand même assez régulièrement. Quoique ça fait pas mal d'années maintenant que tu l'as pas revu. Oh, non, plus de 10 ans, c'est sûr.
que t'as pas eu de nouvelles de lui. Ah oui, ok. Mais avant ça, c'était une monnaie courante que vous vous revoyez, on parlait du bon vieux temps, etc. Et donc tu le vois en train de discuter avec ce qui a l'air d'être un gardien d'immeuble. Ils ont l'air de s'échanger des clés. Quand tu arrives à sa hauteur, il te voit et il te fait des signes. Et il insiste pour que tu te dépêches. Je fais au plus vite. Quand tu arrives à sa portée, de suite, il te prend dans ses bras. Et tu remarques rapidement qu'il est beaucoup trop maigre pour la carrure qu'il a. Il a les traits extrêmement fatigués, que les joues creusées. Et que c'est quelque chose sûrement qui est arrivé récemment, parce que pour que ça soit aussi marqué, c'est que ça a dû arriver brutalement, quoi. Et, Qu'est-ce qui se passe? écoutez, j'ai peut-être fait une grosse bêtise, je crois qu'on me suit, je crois qu'on veut me tuer. Ils vont me tuer, en fait. Écoute, n'en parlons pas ici, n'en parlons pas. Rentre, vite, rentrons. Vite, suis-moi. Et il rentre dans son... Oui, bien sûr. Tu rentres dans le couloir de ce bâtiment. Et au moment où tu refermes la porte, tu sais, tu regardes un petit peu dans la rue. Tu peux voir dans une voiture une personne qui fume. Et au moment où elle tire sur sa cigarette, tu vois son visage un petit peu s'illuminer et tu vois bien que cette personne regarde dans ta direction. Ferme la porte. Ma chère Sophie Bellevaux, nous sommes donc en 1978. On te retrouve dans ton appartement, en train de compulser, additionner toutes les preuves que tu as pu rassembler, tous les témoignages que tu as pu avoir, sur une affaire que tu es en train de traiter avec plusieurs journalistes. Une sombre histoire une affaire d'État, une sombre histoire de diamants. Et voilà. En gros, on va pas trop préciser pour le moment parce que l'histoire n'a pas encore éclaté. Donc on te retrouve dans ton appartement. Et tu as ton téléphone qui sonne. Tu sais, d'une main, je continue d'écrire, et de l'autre, je décroche. Sophie Bellevaux, bonjour. Oui, Pavel au téléphone. C'est le Bonjour, directeur Pavel. du journal de... Bonjour Pavel, qu'est-ce que je peux pour vous? Écoute Sophie, j'ai un souci. Ah. Le journal vient de recevoir des menaces. Apparemment, tu es en train de travailler sur une affaire qui ne plaît pas à certaines huiles. Écoute, je vais pas te demander de pas travailler sur le sujet. Notre devoir de journaliste de démontrer tout ça. Par contre, je suis désolé, mais je peux plus te prendre dans le journal. En tout cas, Attends, tant que cette affaire sera là. Tu le dis toi-même que ça doit éclater au grand jour. Oui, mais on a besoin de financement. Encore des gros bonnets qui se mettent en avant et qui veulent absolument tout taire, quoi. J'ai un choix devant moi, où je prends le risque de mettre toute la rédaction à la porte, où je t'écarte momentanément de la rédaction. Et si je publie sous un faux nom? Fais ce que tu veux. Je dois juste te rendre des comptes. Tant que cette histoire agitera les huiles de ce pays, je suis désolé, mais ça va être compliqué pour toi, même de faire la rubrique météo. Même sous un autre pseudonyme? On n'est pas obligé de savoir que c'est moi, si tu me payes en liquide. Écoute, j'en ai besoin pour vivre, moi. Bien sûr, mais je t'arrangerai. On pourra toujours se débrouiller, mais disons que les personnes qui sont venues à mon bureau ce matin
ont été assez persuasives. Et que si elles sont venues me voir, ça veut dire qu'elles t'ont déjà espionné et qu'elles savent ce que tu es en train de faire. Donc tu es sûrement en danger aussi. Tu t'es fait remarquer lors de cette enquête. Bien, est-ce que tu as des noms? Que je Non. puisse au moins savoir à qui faire attention? Bien sûr. Je pense que les noms, tu les as déjà dans tes dossiers. J'ai beaucoup de noms dans mes dossiers. Eh ben, ce sera peut-être à chercher, à creuser lors d'une prochaine enquête. Ça, je suis vraiment embêté, Sophie. Vraiment. Vraiment, parce que c'est pas la ligne éditoriale du journal, tu le sais très bien, on est là pour dénoncer les choses. Mais là, je mettrai en danger des familles, et plusieurs dizaines de familles. Je comprends ta réaction et ta décision, mais je ne peux pas le cautionner. Je suis journaliste et à partir de là, j'ai juré de dire la vérité, toute la vérité. C'est Dans ce cas-là, tu diras Juste la bonne vérité, fonction pour nous. toute la vérité sur la rubrique météo pendant quelques temps. Tu auras comme ça un petit peu de revenu qui pourra te permettre de subsister, le temps que cette histoire se tasse. bien. Juste la rubrique météo. T'as rien d'autre pour moi? Je sais pas, les Je faits suis désolé. divers, quelque chose. Je suis désolé. Bon, ça va, c'est noté, Pavel. Ah ouais. Écoute, je passerai prendre les dossiers pour cette rubrique météo. Enfin, c'est vraiment pas une rubrique intéressante, t'es bien au courant. Je Non, sais c'est pas bon, quoi te c'est dire. bon, je sais, ça va. Et je raccroche, un peu dépité. Tu vois qu'il allait te dire quelque chose. Et tu raccroches. Et tu sais, je raccroche, j'ai encore mes papiers dans les mains, j'ai encore ma plume parce que j'étais en train d'écrire et de rage, je la balance contre le mur. Je vois, ça a fait une grosse trace d'encre sur mes papiers, sur mon bureau. Je me prends la tête dans les mains. Je suis là, oh là là, c'est pas possible. Ouais, je Et peux au même pas- moment, tu sais, tu te prends de la tête comme ça. Tu vois les factures sur le côté c'est de ton ça, bureau. je vois les factures et je peux pas. Juste des piges pour les météos, je vais pas pouvoir survivre en fait. Donc je commence à réfléchir à comment je vais faire, est-ce que je peux proposer, est-ce que je ne peux pas me mettre sous un pseudonyme. Et je décide de prendre l'air. Je sors prendre l'air le temps d'évacuer ça. Je prends bien soin de ranger mes papiers avant et de les planquer dans la petite cache que j'ai mise, puisque manifestement je suis quand même surveillé. Donc tu sais, j'ai sous une latte, en dessous du lit, j'ai une petite cache où je mets les documents qui ne doivent absolument pas être trouvés. Et je sors prendre l'air un instant, histoire de me changer les idées, de réfléchir, de m'aérer la tête et de trouver des solutions. Effectivement, quand tu sors dans la ruelle, dans ce fameux quartier Montmartre, tu arrives presque directement sur la place de l'Abbesse. Donc effectivement, c'est un quartier quand même où il faut un certain niveau de vie pour pouvoir y accéder. C'est ça. Et donc tu déambules comme ça dans les ruelles. Tu peux voir quelques artistes qui sont en train de remballer leur matériel, leurs pinceaux dans des petites mallettes, leurs tableaux qu'ils ont peints durant toute la journée. On continue à avancer comme ça et un peu machinalement, tu te perds un peu dans les ruelles de la ville. Nous te retrouvons quand même quelques semaines plus tard. La situation est bien plus compliquée en fait que ce que tu avais prévu. Quand tu as essayé de postuler à d'autres journaux, on t'accueille toujours avec un grand sourire. Quand tu montres ton palmarès, les gens ont l'air vraiment toujours impressionnés. Tu fais une forte impression. Mais quand il s'agit de te rappeler, il n'y a plus personne. Jusqu'au jour où, avec insistance, tu appelles le dernier journal que tu es allé voir pour leur demander des comptes. Pourquoi je suis pas prise? Et toujours... et cette réponse très vague... désolé, finalement, vous faites pas l'affaire. Je peux pas t'empêcher de penser que... Si, Qu'il y a un toi lien. tu fais l'affaire. Et je pense que j'aurais aussi contacté les autres collègues journalistes avec lesquels je travaille sur le sujet pour savoir ce qu'il en est de leur côté.
Il y en a plusieurs qui ne répondent plus au téléphone. Un va te confirmer que tous les jours, il reçoit des menaces, que son appartement a été retourné plusieurs fois, qu'il a l'impression d'être suivi, mais qu'il est franchement décidé à publier ça et que rien ne l'empêchera, quoi. Forte de cette persuasion que j'ai d'être effectivement suivie, probablement de mon côté également, et de ce fait que je ne vais pas pouvoir écrire pour les journaux comme je le souhaite, je commence à envisager d'autres options pour maintenir mon train de vie. Bien entendu. Des options peut-être un peu drastiques. Effectivement, parce que l'une de tes spécialités en tant que journaliste, c'est aussi l'art, les œuvres d'art en général. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai choisi de vivre à Montmartre, pour rester dans cette proximité artistique également qui me plaît. Et plusieurs fois, au détour de conversations avec des artistes, parce que tu as quand même pas perdu cette fibre-là, cette passion-là de découverte, etc. Tu entends parler d'une petite histoire et d'une mairie vers Saint-Étienne qui a été mystérieusement dévalisée. Et que le plus tragique dans tout ça, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'ils ont volé parce que le travail d'archiviste n'a pas été fait avant. Et que l'artiste qui te parle de ça te parle finalement d'un... comme si c'était le crime parfait. On a volé quelque chose qui n'existe pas. Je commence à envisager effectivement l'idée d'effleurer cette idée de me dire c'est peut-être un bon moyen de subsister, avec encore un peu de réticence, parce que quelque part moi j'ai juré de dire toute la vérité de par mon travail de journaliste, et là quelque part c'est créer une vérité à cacher impérativement, mais en même temps j'aime mon style de vie et je n'ai pas envie de le perdre, et mon caractère fait que je n'ai pas envie d'aller demander non plus de l'aide à ma famille qui pourrait probablement me maintenir là où je suis, mais ce ne serait pas très satisfaisant. Et je commence à me renseigner un petit peu sur les mairies du coin, à éventuellement de temps en temps aller visiter des archives. Je laisse passer un peu de temps à chaque fois entre les deux pour voir un petit peu ce qu'ils ont, prétextant des recherches pour des enquêtes. J'ai le truc tout trouvé pour le coup. Et effectivement, tu en fais le constat toi-même. C'est que les archives de beaucoup de petites villes, villages, ont des toiles de maître des fois, ou même des cadeaux d'autres États qui ont été faits par une personnalité locale, qui a été transmise à une ville ou un village, et qui est stocké dans un endroit, des fois même dans un endroit qui abîme l'œuvre. Mais voilà, tu te rends compte qu'il n'y a pas de système de sécurité, par exemple. C'est juste une clé qui ferme une porte. Enfin, une porte fermée par une clé. Et très vite, la tentation est Très forte. est très forte. Et jusqu'au jour où l'occasion se présente. On te laisse seul dans une petite mairie du sud-ouest de la France. Cette mairie, c'est dans le village de Dôme. Et la mairie, enfin voilà, il était réputé que la mairie avait des vieux... Alors pour le coup, c'était pas des tableaux, mais c'était des coffres, des petits coffrets décorés, ornés ou gravés, qui datent de l'époque du Moyen-Âge, du début du Moyen-Âge. Oui, des choses que je devrais pouvoir facilement écouler. J'ai commencé sans doute à me renseigner aussi sur des receleurs qui pourraient permettre de revendre tout ça de façon discrète sous la table. De toute façon, par mes enquêtes, j'ai déjà probablement dû en croiser. Et d'autant plus que
finalement, tu as choisi cette petite ville, enfin, ce qui a amplifié le fait que tu vas commettre ton premier délit ad hoc, c'est que en ce moment, ce qui fait fureur, ce que le marché noir demande, sont des objets qui sont rattachés ou aux francs-maçons ou aux templiers. C'est quelque chose qui fait vraiment fureur en ce moment. Ça part comme des petits pains. Et par chance, bah, c'est quelque chose que je peux reconnaître assez facilement. Exactement. Et donc, à Dôme, il se trouve que il y a un fort qui a pendant de nombreuses années servi de prison pour les Templiers, avant qu'ils se fassent cramer. Et à la mairie, il y a des petits coffrets, beaucoup en exposition, mais autant dans les archives que personne ne voit parce que pas la place, pas le temps de les entretenir, pas de personne pour faire l'inventaire. Et donc on te laisse dans cette mairie seule, enfin dans les sous-sols de cette mairie seule. Et effectivement, tu peux voir des dizaines et des dizaines de petits coffrets. Alors des fois c'est un petit coffret à musique. Des fois c'est un coffret où tu as l'impression de ne pas pouvoir l'ouvrir et en fait il faut déplacer des parties de ce coffret pour que hop, la boîte s'ouvre. C'est des traits techniques pour l'époque. Et là, ton œil d'experte s'allume et tu y vois une source de revenus, pas infinie, mais une grosse source de revenus qui pourrait calmer cet appétit qu'a la ville de Paris au niveau Qui pourrait même me financier. permettre d'être à l'abri pendant quelques mois, éventuellement. Ouais, quelques mois. Bah, ça dépend du nombre de coffrets que j'embarque. C'est toujours le même problème. Et je ne vais pas partir avec un énorme coffret comme ça, rempli de petits coffrets. Ce ne serait pas très discret. Je vais plutôt viser soit d'encastrer plusieurs petits coffrets les À uns la dans poupée les autres. russe. Tu sais, exactement. Le style matrioshka pour le planquer dans mon sac. Sous des papiers, etc. Puisque je suis quand même venu faire des recherches, donc je dois avoir avec moi des papiers. En tout cas, c'est ma couverture, je dois avoir des plumes, etc. Donc le but, c'est de planquer ça dans le fond de mon sac. C'est un sac de femme, donc comme d'habitude, c'est un sac quand même un minimum volumineux, n'est-ce pas? Et rempli de bordel, bien sûr. Donc je vais planquer tout ça sous le bordel. J'en prends un maximum sans que ça soit visible et en essayant de viser de ceux que je puisse encastrer les uns dans les autres et qui aient une connotation avec les valeurs du marché actuelles, bien sûr. Bien sûr. Évidemment. Et comme convenu, le vol se passe, mais de manière très facile. Parce que tu as pris des objets, tu te dis, je veux pas en prendre trop, ça va se voir. Et quand tu sors de la mairie, tu ne croises absolument personne. Tu vois aussi la dame de l'accueil qui est derrière son bureau et qui prête même pas attention à toi quand tu pars. Et donc c'est le cœur léger finalement, que tu sors de cette mairie, chargé comme un bœuf, Totalement. et que tu as fait donc ton larcin et tu arrives à très facilement écouler ce stock. Effectivement, pendant plusieurs mois, le- la vie sera plus simple. Tu pourras régler tes factures, te payer à manger facilement et normalement, convenablement. Et même, il t'en reste quand même beaucoup à la fin du mois, donc pourquoi pas quelques soirées mondaines, finalement. Quelques soirées mondaines, par exemple, dans des galeries pour aller voir les nouveaux artistes, parce que je reste quand même intéressé par le sujet aussi. Bien sûr. Et puis, il faut se tenir au courant de tout ça, bien sûr. Et justement, lors d'une visite dans une galerie, tu tends l'oreille et tu entends deux exposants qui expliquent que ce qu'ils ont produit là, c'est une copie de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils ont vu dans un bureau d'études. Et ils parlent d'œuvres inachevées parce que ça fait plusieurs mois que le propriétaire du bureau d'études n'est pas là. Et que du coup, il n'y a personne pour, euh, pour les faire rentrer et admirer la toile, pour le coup. Et à force de prêter oreille à ce que tu entends, tu arrives à mettre un nom
sur ce fameux professeur qui s'est absenté. En rentrant chez toi, tu fais quelques recherches et très vite, tu trouves son bureau d'études qui se trouve à Paris, dans le quartier latin. D'accord. Une petite ruelle sombre mais charmante. Commence à faire quelques petites recherches. Effectivement, le bâtiment est clos. Il y a un garde, mais c'est pas vraiment un garde, c'est plus un homme de l'entretien. Tu t'intéresses un petit peu plus aux détails et tu vas C'est quel, inspecter les lieux. voilà, Oui. c'est quel type de bureau d'études? Bah justement, quand tu t'intéresses au lieu, tu t'aperçois que ce professeur recueille des artefacts ou des tableaux ou des coffres, ce genre de choses qui datent du Moyen-Âge, Mhm. qui les expertise et qui s'assure que ce ne sont pas des faux, d'abord. Et après, d'y trouver un sens particulier. Peut-être que ça raconte un bout d'histoire cachée ou ce genre de choses. D'accord. Donc, à la fois une expertise en termes de faux ou vrais tableaux de l'époque, et pas Oui. une reproduction, et à la fois une expertise sur l'histoire de l'objet en question. Le fameux professeur, c'est le professeur, le propriétaire de ce bureau d'études, donc. C'est le professeur Beauchamp. Et en faisant une petite recherche sur lui, Ben, je trouve des choses sur la tu personne. trouves des quantités d'articles, juste, c'est pharaonique, tout ce qu'il a produit dans sa vie, cet homme-là. Tu peux voir que dans sa jeunesse, il a été archéologue, qu'il a... Alors, il n'a pas fait cette découverte seul, hein, mais il a participé à la découverte d'un document un document original sur les Templiers, qui expliquait la création, etc. C'est une découverte en Syrie. Tu peux voir aussi qu'après, il est devenu professeur et qu'il a publié beaucoup de récits sur l'époque des Templiers, pas de contre-vérité, justement. Il est là pour apporter un regard historique et expert, pour démanteler un petit peu tout ce qui fait partie de cette vague New Age qui arrive depuis quelques années, qui apprête à ces organisations des choses qui ne sont absolument pas vraies. Et voir que ce professeur s'efforce à apporter la vérité ou à remettre la vérité en avant, qui existait déjà avant, bien sûr, mais qui a été plus ou moins effacée par ces comportements de Age. Quelqu'un que j'apprécierais probablement, puisque cet amour de la vérité, on le partage en fait. Et il a disparu, c'est ça, ou il est absent? Et ça fait 10 ans qu'il ne produit plus rien. Qu'il ne produit plus d'articles, mais qu'il est toujours propriétaire de ce bureau d'études et qu'il y travaille apparemment de manière peu régulière. Quand tu fais tes petites recherches, que tu essaies de savoir un petit peu les habitudes de ce garde, etc., de ce vigile plutôt, tu t'aperçois, ou tu surveilles les lieux, tu t'aperçois qu'il ne vient jamais en fait. Ça fait 1 mois que tu as le bâtiment un petit peu sur surveillance et qu'il n'y a vraiment aucune activité sauf ce garde qui, vers 18h, ferme les portes et rentre chez lui. Et puis il n'y a plus personne. C'est la bonne occasion pour essayer d'aller voir sur place. Tu te dis qu'avec un petit peu de matériel simple, c'est-à-dire en passant par le toit, en ouvrant une fenêtre, peut-être en prévoyant de l'ouvrir la veille, en se rendant sur les lieux, parce que tu peux y aller quand même, c'est un bureau d'études, hein. Tu peux pas juste aller au bureau du professeur parce qu'il n'y est pas, mais tu peux quand même visiter les choses qui sont archivées. Tu pourrais prévoir d'ouvrir un Velux par exemple, et facilement tu pourrais descendre. Il faudrait prévoir un peu de matériel pour s'assurer, pour être sûr de ne pas glisser sur les toits, ou une corde, ou pour descendre de ce Une Velux. corde, avoir des chaussures avec des crampons, enfin ce Voilà. genre de choses quoi. Et ça y est, tu es sûr de toi. Pour toi, tu as tous les détails. Les horaires de passage du vigile, tu as établi un plan sûr avec un endroit de fuite. Tu te dis que tu as fait des recherches, il n'y a pas d'alarme. Mais tu te dis que si ça se trouve, elle est peut-être cachée, donc tu prévois un plan de fuite, au cas où.
Oui, c'est mieux. Tu t'organises, quoi, voilà. Tu prends le temps d'organiser vraiment un plan parfait. Et on arrive donc à la date du 11 octobre 1979. Vers les 17h30, on peut te retrouver sur les toits parisiens, ce quartier latin. Habillé peut-être en très sombre, petite cagoule. Ouais, c'est ça, je suis très très sombre, habillé relativement près du corps pour ne pas être gêné dans mes mouvements, de- dans mes balades, etc. Mais en ayant quand même prévu de quoi prendre une ou autre chose éventuellement, même si dans le premier temps c'est pas le but premier, c'est d'abord d'aller voir sur place et essayer d'en savoir plus, mais notamment sur cette œuvre qui est normalement toujours dans son bureau par exemple. Et j'ai mon matériel évidemment qui est planqué dans le même sac. Hein. Et j'attends que le garde ferme, que le garde parte. En fait, tu te positionnes sur le toit au-dessus du Velux qui est légèrement ouvert, tu sais. Oui, il y a une Et petite tu calme. vois, voilà, et tu attends que ce fameux vigile passe et tu peux voir ce vigile qui finit sa ronde, qui ferme les 2-3 portes qu'il avait à fermer et qui commence à descendre. Et tu vois qu'il est 17h45, tu te dis bon, allez, on peut commencer à y aller parce que là il est dans sa guérite en bas. Enfin non, pas dans la guérite, mais dans son petit KGB où il attend toute la journée en fait. Oui. Tu commences à, tu vois, à attacher ta corde, à te laisser descendre. Et il se trouve que tu es vraiment au-dessus du bureau. Hein. Il commence à doucement te faire glisser et il y a quelque chose de bizarre. Tu as l'impression d'avoir entendu quelque chose. Peut-être un bruit de frottement ou tu sais pas, un bruit de pas. Qu'est-ce que tu fais? Je suis encore assez haute que pour T'es- pouvoir... Et remonter. à 1 mètre, tu vois, de corde, il reste encore 5 mètres à descendre. C'est des hauts plafonds, tu sais. C'est des hauts plafonds. Alors, est-ce que via le moyen que j'ai de tenir ma corde, je peux, tu sais, me coller au plafond facilement Oui. avec la corde enroulée autour de moi sans risquer de me fatiguer simplement. Tu as prévu ton coup, donc oui. Donc je vais me coller au plafond pour essayer d'observer en restant dans l'ombre, pas trop loin du Velux au cas où je dois me carapater vite fait. Tu- Pour l'instant, tu ne vois rien, mais tu entends. Tu entends un râle. T'entends un ah et un bruit métallique qui tombe. Et je sais pas trop quoi d'autre, mais en tout cas, quelqu'un qui est en train d'astiquer, ou tu sais pas trop. T'as un bruit de frottement, tu entends. Loin de là où je suis. C'est peut-être dans un coin que tu vois pas, mais à Dans la 5-6 même mètres. pièce. Ah, dans la même pièce, oui. Bah, du coup, j'essaye d'observer de ce côté-là pour voir si je vois du mouvement. Au bout d'un moment, oui. Tu attends 5 bonnes minutes avant de commencer à avoir du mouvement. Tu vois au début une main d'une personne qui est sûrement habillée en noir, parce que, enfin en tout cas, l'avant-bras est habillé en noir. Et la personne apparemment se redresse. Et puis elle arrive dans ton champ de vision. Tu la vois pas son visage, t'es au-dessus d'elle. Et tu te remarques qu'elle est en train de se déshabiller. Elle enlève une, une veste un peu bizarre, et puis elle prend dans son sac une veste grise qui ressemble étrangement à celle du garde. Une veste un peu Puis- bizarre, c'est-à-dire une matière que je connais pas. Si, tu dois la reconnaître, mais c'est pas un truc que tu aurais l'habitude de voir. T'as l'impression peut-être que c'est de la laine de mouton, tu vois. C'est un truc... D'accord. Tu vois ce Un truc truc un qu'on peu... ne trouve normalement pas ici, quoi.
C'est pas sur Paris. C'est pas commun, En voilà, montagne, quoi. Ouais, voilà, c'est pas commun. C'est pas un vêtement que tu croises chez les gens normalement. Et Et donc- c'est quoi? C'est un homme, une femme, âgé, Ben, jeune? à un moment donné, quand il enlève donc cette chemise avec sa capuche, tu peux voir que il a des cheveux crépus. Il a le... Pareil, il est pas bronzé, mais il doit avoir la peau ouais, légèrement bronzée, mais vraiment très légèrement. Mhm. Et puis, il enfile une casquette comme ça, grise, la même que celle que je vigile. Puis, tu vois qu'il fout toutes ses affaires dans son sac qu'il vient d'enlever, et qui lui fait glisser le sac sous le bureau. Et là, tu vois qu'il regarde sa montre. Il regarde par la fenêtre. Et puis, il pousse la porte du bureau. Et s'en va en courant.